On commence le deuxième thème de l'année, portant sur l'appareil cardiovasculaire. Et on va attaquer sur chapitre 4, le cœur. Situé entre les deux poumons au sein du médiastin, en arrière du sternum et au-dessus du diaphragme, le cœur est un organe musculaire qui comporte 4 cavités entourées du péricarde. Il est le moteur de la circulation sanguine. On va poser les problématiques suivantes. Quelles sont les propriétés anatomiques du cœur qui lui permettent de réaliser une double circulation? Et quelles structures et mécanismes permettent la contraction cardiaque? Grand 1, anatomie du cœur. Petit 1, morphologie externe du cœur. Le cœur, en vue antérieure, présente des vaisseaux à parois épaisses et béantes. Ce sont les artères. Cette face est appelée la face artérielle. Elle se distingue par le sillon interventriculaire qui parcourt le cœur de haut en bas et de gauche à droite. La face postérieure ou dorsale du cœur est appelée la face veineuse. On y observe deux types de veines, les veines caves supérieures et inférieures qui rentrent dans l'oreillette droite et les 4 veines pulmonaires qui rentrent dans l'oreillette gauche. On distingue sur cette face le sillon interauriculaire. Petit 2, les cavités cardiaques. Le cœur est composé de 4 cavités. Deux oreillettes, en position supérieure, elles sont petites, flasques et aplaties. Leur paroi est de faible épaisseur. Ces deux oreillettes sont séparées par le septum auriculaire qui est percé pendant la vie embryonnaire par le trou de Bottal. Normalement, ce trou se bouche pendant la vie fœtale. S'il ne se bouche pas, il y a alors mélange du sang hématosé et non hématosé. On parle alors de la maladie de l'homme bleu. Les ventricules, ils sont en position inférieure, ils sont asymétriques, volumineux et charnus. La paroi des ventricules est épaisse, surtout celle du ventricule gauche, qui assure la circulation du sang dans tout l'organisme. Le ventricule droit et l'oreillette droite constituent l'hémicœur droit. Il y circule le sang non hématosé. Le ventricule gauche et l'oreillette gauche constituent l'hémicœur gauche. Il y circule du sang hématosé. Petit 3, les valves. Les cavités cardiaques comportent des valves. On va en distinguer deux types. Le premier type sont les valves auriculo-ventriculaires, la tricuspide à droite et la bicuspide à gauche. Elles sont à la limite des oreillettes et des ventricules. Leur rôle est d'empêcher le reflux du sang vers les oreillettes lors de la contraction des ventricules. Le deuxième type sont les valves sigmoïdes, aussi appelées les valves artérielles. On distingue la pulmonaire à droite et l'aortique à gauche. Et elles empêchent le reflux du sang après son éjection dans les artères, aorte et le pulmonaire. Grand 2, les aspects mécaniques de la révolution cardiaque. La circulation du sang dans l'organisme est permise par un ensemble de contractions et de relâchements successifs du myocarde. Le myocarde est la partie musculaire de la paroi du cœur. Les contractions sont appelées des systoles et les relâchements sont appelés des diastoles. La révolution cardiaque est l'ensemble des mécanismes qui permettent au sang de faire le tour complet de la circulation. On va distinguer 5 étapes lors de la révolution cardiaque. On a tout d'abord, première étape, la systole auriculaire. Elle correspond à la contraction des oreillettes qui permettent de finir le remplissage des ventricules. À ce stade, les ventricules contiennent en moyenne 135 ml de sang. C'est le volume télédiastolique. Les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes et les valves artérielles sont fermées.
Deuxième étape, la systole ventriculaire isovolumétrique. Les ventricules commencent à se contracter, mais le volume au sein de ces derniers reste le même. La pression augmente fortement et toutes les valves sont fermées. Troisième étape, la systole ventriculaire isotonique. La pression au sein du ventricule dépasse la pression intra-artérielle. À ce moment, les valves sigmoïdes s'ouvrent et le sang est éjecté dans l'artère. Le volume est d'environ 70 ml. Ce volume est appelé le volume d'éjection systolique. Le volume restant, dans le ventricule après éjection du sang, est appelé le volume télédiastolique. Quatrième étape, la diastole générale isovolumétrique. Elle correspond à un relâchement simultané des oreilles et des ventricules. Au début de cette phase, la valve aortique se ferme et les valves auriculo-ventriculaires restent fermées. Les oreillettes se remplissent et les ventricules ont un volume constant. Cinquième étape, la diastole générale isotonique. Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent et les ventricules se remplissent de manière passive. On considère que ce remplissage passif permet le remplissage de 70% du volume maximal des ventricules. Durant cette étape, les valves sigmoïdes sont fermées. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements cardiaques, autrement dit le nombre de révolutions cardiaques, effectuées en une minute. Elle se calcule en divisant le temps par la durée d'une révolution cardiaque. Le débit sanguin, quant à lui, se calcule en multipliant le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. On distingue différentes méthodes pour explorer le mécanisme de la révolution cardiaque. Tout d'abord la palpation, la prise de pouls, l'électrocardiogramme ou encore l'auscultation grâce à un stéthoscope. L'auscultation grâce à un stéthoscope permet d'entendre les bruits du cœur. Le premier est long et sourd. On parle de toum. Il correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Le second, il est court et sec. On parle de tam. Et il correspond à la fermeture des valves sigmoïdes. Grand 3, le cœur, un muscle doué d'automatisme. Les cardiomyocytes indifférenciés représentent 99% des cellules du myocarde. Ces cellules sont des cellules contractiles mesurant 180 micromètres de longueur pour 20 micromètres de large. Elles sont très riches en myofibrils et encore plus riches en mitochondries. Ces organites représentent en effet 20% de leur volume total. Ces cellules sont reliées entre elles par des stries scalariformes. Les cardiomyocytes indifférenciés sont des cellules contractiles qui sont responsables de l'activité mécanique du cœur. En se contractant, elles permettent aux différentes cavités du cœur de se contracter. Ces cellules, bien que très semblables à des cellules musculaires striées squelettiques, ne se contractent pas sous l'effet de la volonté. Petit 1, le tissu nodal. Le tissu nodal est composé de myocytes différenciés. On parle également de myocytes nodaux ou encore de cellules cardionectrices. Ces myocytes sont rassemblés en amas dans plusieurs endroits du cœur, chacune de ces cellules au sein de ces amas étant unies entre elles par des jonctions serrées. Les cellules cardionectrices sont chargées de générer de manière rythmique l'excitation électrique qui permet aux cardiomyocytes indifférenciés de se contracter. On dit que ces cellules, les cellules cardionectrices, sont capables d'activité autorythmique. Les différents amas de cellules cardionectrices sont les suivants. On va retrouver tout d'abord le nœud sinusal. Il se présente sous la forme d'un croissant dans l'oreillette droite au point d'entrée de la veine cave supérieure. On trouve ensuite le nœud auriculo-ventriculaire
On l'appelle également le nœud septal. Il est situé au niveau du plancher de l'oreillette droite, au niveau de la valve tricuspide. On a ensuite le faisceau de His. Il prend naissance au niveau du nœud septal. Il se divise en une branche droite et une branche gauche, qui vont chacune descendre le long du septum interventriculaire. Autrement dit, ces deux branches descendent dans la paroi qui sépare les deux ventricules. Pour terminer, on a le réseau de Purkinje qui va parcourir l'ensemble de la paroi des ventricules. Petite stimulation des cardiomyocytes indifférenciés par les cellules cardionectrices. Comme pour tous les muscles du corps, la contraction du myocarde est provoquée par la propagation d'une onde électrique le long des fibres musculaires. Cette onde électrique est induite par la dépolarisation des cellules musculaires. Chaque onde électrique va parcourir le cœur de la manière suivante. Dans un premier temps, une onde de dépolarisation naît dans le nœud sinusal. Elle se projette ensuite à l'ensemble des oreillettes, induisant la systole auriculaire, cette dernière étant suivie d'une diastole. L'impulsion électrique arrive ensuite au nœud auriculo-ventriculaire, autrement dit au nœud septal. Ce nœud septal est le seul point de passage possible pour le courant électrique entre les oreillettes et les ventricules. À ce moment, l'impulsion électrique subit une courte pause qui permet au sang de pénétrer dans les ventricules grâce à la contraction des oreillettes. L'impulsion électrique emprunte ensuite le faisceau de His. Il est composé de deux branches principales qui vont aller chacune dans chacun des deux ventricules. Les fibres de ce faisceau, complétées par les fibres du réseau de Purkinje, vont propager l'impulsion électrique en plusieurs points des ventricules. Cette conduction est si rapide qu'elle permet une dépolarisation quasiment instantanée de l'ensemble du muscle ventriculaire. Ceci permet une efficacité optimale dans la propulsion du sang vers les artères. Cette phase est appelée la systole ventriculaire. Elle est suivie par une diastole ventriculaire, autrement dit une décontraction du muscle. Pendant ce moment-là, les fibres musculaires se repolarisent et reviennent ainsi dans leur état initial. Tout muscle squelettique répond à une stimulation électrique par une contraction proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Autrement dit, plus un muscle squelettique va recevoir une stimulation électrique importante, et plus sa contraction sera importante. Ce n'est pas le cas du muscle cardiaque. Lui, il répond à la propriété du tout ou rien. Autrement dit, sa force de contraction ne dépend pas de l'intensité de la stimulation. Il se contracte ou il ne se contracte pas. La période de repolarisation des cardiomyocytes constitue une période relativement courte, mais qui existe et qu'on appelle la période réfractaire. C'est une période pendant laquelle toute stimulation supplémentaire ne pourra pas entraîner de contraction du cœur. Ça a un inconvénient, c'est que la vitesse de contraction du cœur est donc limitée, mais ça permet surtout d'éviter la tétanisation du cœur qui entraînerait la mort de la personne. On dit donc que le cœur est intétanisable. Grand 4, l'activité électrique du cœur. Petit 1, principe de l'électrocardiogramme. Lors d'un électrocardiogramme, l'activité électrique du cœur est mesurée grâce à une électrocardiographie. On poste 12 électrodes sur le corps en des endroits définis. Ces 12 électrodes sont appelées 12 dérivations en positionnement standardisé. L'électrocardiographie consiste à enregistrer les différences de potentiel entre deux dérivations placées de part et d'autre du cœur.
Elle enregistre des signaux qui correspondent au déplacement de l'onde électrique au sein des cardiomyocytes. En effet, au repos, ces cellules sont chargées négativement, alors que lorsqu'elles se dépolarisent, elles sont chargées positivement. Petit 2, électrocardiogramme chez un sujet sain. On observe 5 ondes sur un électrocardiogramme d'un sujet sain qu'on va regrouper en 3 gros événements, l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Entre chacun de ces événements, on va trouver des intervalles ou des segments. Premier événement, l'onde P. Elle correspond à la dépolarisation et à la contraction des oreillettes droite et gauche. Sa durée est d'environ 0,1 seconde. On a ensuite l'intervalle PQ. Au niveau de l'ECG, il se présente comme une phase plane. Il montre un ralentissement de l'onde électrique au niveau du nœud septal. Sa durée est d'environ 0,2 secondes, mais cette durée va diminuer lorsque la fréquence cardiaque augmente. L'onde QRS. On l'appelle également le complexe QRS. Il correspond à la dépolarisation des ventricules droit et gauche. L'onde Q et l'onde S sont des composantes négatives du complexe, tandis que l'onde R est une composante positive. Le complexe QRS a une durée qui sera toujours inférieure à 0,1 seconde, chez un sujet sain. Le segment ST maintenant. Il correspond à la contraction des ventricules et à l'éjection du sang dans les artères. L'onde T, elle correspond à la repolarisation des ventricules droit et gauche. Elle dure de 0,2 à 0,25 secondes. Le segment TP. Il correspond au remplissage des ventricules qui sont complètement relâchés et au repos. Petit 3. L'électrocardiogramme, un outil d'étude des anomalies cardiaques. Un électrocardiogramme permet de détecter des anomalies de la contraction cardiaque. On va distinguer plusieurs types de grands groupes d'anomalies cardiaques. Tout d'abord, les anomalies de fréquence. Donc les anomalies de fréquence correspondent donc à une fréquence cardiaque qui va être soit supérieure à 90 battements par minute, on parlera alors de tachycardie, soit en dessous de 60 et on parlera de bradycardie. On a ensuite des anomalies du rythme. Ce sont des situations dans lesquelles la séquence d'activation du cœur est anormale. On va distinguer notamment les extrasystoles qui correspondent à une dépolarisation ne provenant pas du nœud sinusal mais d'une autre partie des oreillettes. Cette dépolarisation survient en dehors de la période réfractaire. Elle est transmise de proche en proche à tout ou partie du cœur et entraîne une contraction supplémentaire. On parle d'extrasystole. Elle est due à une excitabilité électrique accrue d'une zone bien délimitée du muscle cardiaque. On a ensuite les fibrillations ventriculaires. Ce sont des contractions incontrôlées et anarchiques du tissu cardiaque. Elles sont la conséquence d'un traumatisme comme par exemple une électrocution. Les fibrillations ventriculaires sont quasi instantanément accompagnées d'une perte de connaissance et entraînent la mort en quelques minutes sans un traitement à base de défibrillateur. Troisième type d'anomalie de rythme, le bloc auriculo-ventriculaire. Les ventricules, dans cette pathologie, battent beaucoup plus lentement que les oreillettes. Ils ont leur propre fréquence, et ce genre de pathologie est soigné par la pose d'un pacemaker artificiel. Ensuite, pour terminer, on a les lésions du muscle cardiaque. C'est la forme extrême de l'insuffisance coronarienne. La baisse de l'apport en sang au myocarde est telle que ce dernier va nécroser. Au niveau d'un ECG,
On peut repérer une lésion du muscle cardiaque grâce à une onde de QRS anormale, qu'on appelle une onde de Pardy. Vous devez être capable, à partir d'un électrocardiogramme pour le baccalauréat, de reconnaître de quelle pathologie est atteinte la personne. Pour ça, je vous conseille de refaire l'activité 4, page 63 du livre Nathan, ce qui correspond à votre TD 8.